Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter. La déclaration du premier ministre a été faite dans un contexte où le pourcentage d'immigrants permanents francophones était beaucoup plus bas. Je pense qu'on a une urgence à gérer quand même dans notre réseau de services pour rassurer les gens, mais aussi pour s'assurer qu'on n'accepte pas des situations intolérables. C'est la commission Laurent d'assurer un peu d'être le chien de garde de la vision. Est-ce que tu as des échos à l'effet qu'il y a des parents qui vont dans les comités de parents profs là, pour essayer d'avoir une influence religieuse, culturelle dans certaines écoles? La réponse est oui, en lien notamment avec l'éducation sexuelle. Voici Patrick Lagacé. Vendredi, le 1er novembre 2024. Merci d'être là avant le tour d'horizon de l'actualité. Commençons avec une météo. C'est chaud ce matin, 19 degrés, mais le mercure va plonger graduellement là, tout au long de la journée. Devrait faire 8 degrés en soirée. Alternant soleil et nuages ces prochaines heures. Et dès 14 heures, on attend de la pluie. En fin de semaine, il va faire froid. 6 degrés samedi et dimanche. Alternant soleil et nuages samedi. Ensoleillé dimanche. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec une nouvelle qui est à la une du Devoir ce matin. Toujours dans la foulée de ces histoires autour de l'école Bedford. On sait que l'école Bedford a été sous l'emprise de profs qui ont fait la pluie et le beau temps, de profs d'origine maghrébine. Donc, il y a une dimension religieuse, mais il y a une dimension culturelle, il y a une dimension aussi à Bedford, faut le dire, là, d'incompétence pédagogique aussi de la part de ces profs-là. Ça a été toléré très, très longtemps. Et là, le ministre Drainville a ordonné des vérifications, des enquêtes dans d'autres écoles. Et ces autres écoles, elles ont la particularité d'être à peu près toutes dans le même secteur que l'école Bedford. Une de ces écoles où les enquêteurs du ministère se trouvent, c'est l'école primaire Saint-Pascal-Bayon, qui est aussi dans le quartier Côte-des-Neiges. Et ce que le Devoir rapporte ce matin, c'est que le conseil d'établissement de cette école primaire a été noyauté par des parents, aux visions, disons, extrêmement conservatrices. Et là, ce qu'on dit, c'est que le fonctionnement de l'école a même été mis en péril. Et ce qui se passait, notamment, c'est que il y a dans ce conseil d'établissement des parents, des profs, et les parents ont leur mot à dire sur l'orientation pédagogique. Et là où ça accrochait, c'est sur la question de l'éducation sexuelle. Il y a des parents, dont le président du comité d'établissement, qui a commencé à dire, semble-t-il, écoutez, ça se passait en 2019, le seul expert en éducation à la sexualité est le sexologue et pas l'enseignant. Et il semble qu'il y avait de l'obstruction. On ne voulait pas que ce soit enseigné. Quand j'ai posé la question à Bernard Drainville il y a une dizaine de jours, quand il est venu à ce micro, vous venez de l'entendre là, dans la mise en place du tour d'horizon de l'actualité, je savais pourquoi je lui posais la question. Je n'ai pas posé la question au hasard. J'avais entendu des histoires qui concernaient justement des comités d'établissement, des conseils d'établissement qui avaient été noyautés par des parents qui ont des vues rétrogrades, notamment sur l'éducation sexuelle. Et moi, ce que j'avais en tête, c'était surtout l'école Lavoie. C'est une école secondaire. Et l'école Lavoie est aussi visée par cette enquête. Et là, ce que le Devoir rapporte ce matin, c'est assez ahurissant. C'est assez ahurissant dans le sens où on parle de 5 heures d'éducation sexuelle imposée depuis 2018, et c'était trop pour certains parents. Et il y a des parents qui disaient, écoutez, il faut tenir en compte de nos valeurs culturelles. Faut prendre en compte le fait qu'on veut avoir notre mot à dire là-dedans. Et là où c'est, je trouve, surprenant, c'est que la direction générale du Centre de services scolaires de Montréal exigeait de la part d'écoles, là je cite le Devoir, là, qu'elle s'assure de faire approuver par le conseil d'établissement qui livrerait les contenus portant sur l'éducation à la sexualité et à quel moment. Et la directrice de l'école devait alors se plier à la décision du conseil d'établissement sur ce point-là. Et je tombe de ma chaise quand je lis ça. Les conseils d'établissement, donner une voix aux parents, c'est une chose. Donner un droit de veto aux parents sur de l'enseignement qui est prévu au programme du ministère,
Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on permet ça? Pourquoi est-ce que c'est permis? Là, les parents, je m'excuse, mais quand je lis ça, les parents qui disent « Ah, les seuls autorisés à parler de sexualité, ce sont des sexologues. » J'ai un mot qui est compréhensible dans toutes les langues et c'est bullshit. Pourquoi bullshit? Quand nos profs enseignent la géographie, on n'exige pas qu'ils soient des géographes. Quand ils enseignent les mathématiques, ils ne sont pas obligés d'avoir fait un doctorat en mathématiques. Quand ils nous parlent du français, ils ne sont pas obligés d'être membres de l'Académie française. Ils prennent des contenus et ils les donnent, ils les enseignent à nos enfants. C'est bizarre, c'est juste la sexualité qui est un problème. Donc, il y a quand même un examen de conscience à faire du côté des autorités pédagogiques. Est-ce que c'est normal qu'on donne un droit de veto comme ça aux parents? Les parents sont encore moins experts que les profs sur certains contenus. Donc, lisez ça dans le Devoir, vous allez voir, il y a un problème. Oui, il y a un problème d'arrimage culturel dans certains quartiers, c'est le cas dans la Côte-des-Neiges, mais il y a un problème aussi d'autorités qui ne sont pas capables de dire non. Il y a un problème d'autorités qui ne sont pas capables de mettre leurs pieds à terre et de dire « ceci n'est pas acceptable ». Lisez ça, les cheveux vont vous dresser sur la tête. On va essayer d'y revenir au cours de l'émission. Immigration maintenant. C'est sorti dans les dernières heures, le gouvernement du Québec qui fait volte-face sur les seuils. Et là, je vais vous faire une confession, chers auditeurs. De tous les dossiers que j'ai à couvrir comme animateur de cette émission-là, qui se tient au courant de l'actualité, l'immigration, c'est un des plus complexes. Écoutez, il y a les seuils, il y a les cibles, il y a les immigrants permanents, il y a les temporaires, il y a les étudiants qui veulent devenir permanents, il y a les étudiants qui ne veulent pas devenir permanents, il y a les réfugiés, il y a les acronymes PEQ, CSQ, fédéral a ses responsabilités, provincial a ses responsabilités, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, c'est toujours très compliqué. Et là, on a à Québec une hausse de l'immigration en 2025, mais une baisse potentielle en 2026. Plusieurs textes dans les quotidiens aujourd'hui qui décortiquent tout ça. Je vous le dis, je le répète, c'est complexe. On va en parler avec le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, tantôt. Mais là, le Québec va accueillir jusqu'à 67 000 immigrants permanents l'an prochain. Ça frôle, semble-t-il, le record de 2022. Et en 2022, François Legault disait que dépasser là, les 60 000, c'était déjà suicidaire. C'était suicidaire pour l'avenir du Québec. Et il y a une analyse à lire, je pense. Là, c'est sur le site de Radio-Canada aujourd'hui. Là. C'est sous la plume de Hugo Lavallée. C'est un reportage qui décortique très bien là, les enjeux, mais aussi les volte-face du gouvernement du Québec en pareille matière. Avance, recule, avance, recule. Et tout ça envoie aussi un drôle de signal aux gens qui veulent venir ici. Tout ça envoie un drôle de signal. Puis là, j'ajoute le fédéral aussi. Là. Ça envoie un drôle de signal pour les gens qui ont choisi le Québec, qui se sont prêtés de bonne foi au processus qui est compliqué pour devenir résident permanent, ensuite avoir le certificat de sélection du Québec, le CSQ, je vous parlais d'acronyme tantôt, et j'ai reçu un message, le message d'un auditeur qui m'a écrit et qui me dit « Ma famille était sur le point de soumettre une demande au CSQ aujourd'hui. » Ça, c'était hier, à l'annonce du ministre Roberge. Il me parle de conjoint, fille, et là, il a fait, lui, ses études à l'université Concordia. Et semble-t-il que parce qu'il a étudié dans une université anglophone, sa conjointe a étudié, elle, à McGill, il y a aussi tout cet aspect-là. On ferme un peu le robinet pour les gens qui ont des diplômes d'école anglophone. Le message est en français. Le message est dans un français parfait. Et la personne m'écrit, M. Pitella, nous sommes ici depuis presque 4 ans. Nous avons réussi nos examens de français. Notre fille fréquente une école publique francophone. Nous payons nos impôts. On travaille. On a passé des années à investir dans cette voie-là, la voie de l'immigration, à s'enraciner dans la communauté locale. Et maintenant, nous nous sentons trahis. On se démène pour trouver un moyen de rester à l'endroit, le Québec, que nous aimons. Nous n'avons tout simplement plus beaucoup d'espoir.
Donc, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de statistiques, d'acronymes, mais il y a des gens derrière tout ça. Et on posera des questions au ministre tantôt, mais il y a quand même quelque chose de surprenant dans le fait qu'il y a un resserrement des critères d'admission qui va viser des gens qui sont bien souvent diplômés. Pas que, mais beaucoup de diplômés. Et par ailleurs, là, il y a aussi tous les organismes liés au patronat, les organismes d'affaires qui disent, notamment là, des PME, vous êtes en train de nous enlever de l'oxygène, ça nous empêche de nous développer. Tout ce va-et-vient sur l'immigration. On va en parler avec Jean-François Roberge un peu plus tard à l'émission. On a une nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse et elle s'appelle Leslie Hill. C'est une femme dont la compétence est, je dirais, saluée par plusieurs experts du monde de la protection de la jeunesse. Je pense notamment à André Lebon, qui a siégé à la commission Laurent. Madame Hill aussi a siégé à la commission Laurent. C'est quelqu'un qui a été critique du gouvernement dans les dernières années. Donc, c'est un peu surprenant, je dois le dire, que le gouvernement, que M. Carman, que le bureau du premier ministre l'ait choisi. Et on peut peut-être parler d'un geste audacieux. Et elle a donné des entrevues hier. Elle va être avec nous aussi à 7h25. Mais s'il y a un vent de fraîcheur possible, ça peut venir par Mme Hill. Elle connaît le réseau. Elle a à cœur la protection des enfants. Et aussi, je le souligne, il n'y a pas de plan de carrière dans son cas. Elle est à la retraite. Elle était à la retraite et elle a accepté de sortir de sa retraite pour devenir sous-ministre et directrice nationale de protection de la jeunesse. Et elle veut envoyer le message au réseau, ne tolérez pas l'intolérable. Et on le sait, il y a beaucoup de situations intolérables. Ce qui m'inquiète, au-delà de cet appel-là, qui est rafraîchissant, là, quand je vois ce qui s'est passé en Mauricie, centre du Québec, où on a donné en adoption des enfants qui n'auraient pas dû l'être, on a arraché des enfants à des parents qui étaient peut-être désorganisés, mais qui n'étaient pas inaptes. Et c'était un système. C'était pas juste l'erreur d'une intervenante, d'un intervenant. Il y a des patrons et des patrons de patrons qui ont dit « ceci est une bonne idée ». Si tout le monde pense que c'est une bonne idée de commettre des gestes qui sont intolérables, attendez-vous pas à ce qu'il y ait beaucoup de dénonciations. Et ça, c'est sans compter l'histoire de la presse hier. C'est triplé d'origine syrienne qui était sur le point d'être donné en adoption séparément, alors que la mère était, encore une fois, désorganisée, mais elle n'était pas inapte. Donc, gros buffet de problèmes pour Mme Hill. La tâche est colossale. On souhaite que ça va fonctionner. Et il y a, justement, là, en parlant de tuiles et de défis, la DPJ est priée, vous pouvez lire ça sur le site de Radio-Canada, là, de déménager immédiatement les jeunes du Mont-Saint-Antoine. Le Mont-Saint-Antoine, c'est un centre de réadaptation. C'est un centre pour les jeunes qui ont des problèmes, qui sont protégés par la DPJ, mais le centre est insalubre. C'est épouvantable. Il y a eu des visites de médias, il y a eu des témoignages, et là, ce que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande au gouvernement, c'est de les relocaliser immédiatement parce que on a envoyé des enquêtrices là-bas, et je cite là un extrait du document. Parmi les problèmes repérés, les enquêtrices ont noté la décrépitude des lieux, l'infiltration d'eau dans les bâtiments, une infestation de rats, une exposition potentielle à l'amiante, des problèmes d'accès, d'intimité, de salubrité dans les salles de bain et des problèmes dans la gestion des travaux de rénovation. Bref, c'est un trou. C'est un trou. Et ça, c'est parmi les problèmes peut-être qui vont être les plus faciles à régler pour Mme Hill. Elle va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Je veux parler d'insécurité aussi au centre-ville. Il y a un texte dans la presse aujourd'hui, c'est un texte fascinant, de Maxime Bergeron, le chroniqueur aux affaires urbaines, et il appelle ça la piétonisation de la discorde. C'est sur Sainte-Catherine-Ouest. Et là, je vous parle de piétonisation. On peut penser que le problème, ça va être un problème justement d'accès aux automobiles, le vieux débat piéton, automobilisme. Mais c'est pas ça du tout. C'est que, on le sait, là, la rue Sainte-Catherine est en train d'être réaménagée au centre-ville et il y a deux visions de l'aménagement urbain qui s'entrechoquent, selon Maxime Bergeron. Selon ces informations, on veut piétoniser, mais faire des esplanades aussi. Transformer ça en place publique. Donc, il n'y aurait pas d'auto et on pourrait penser à des lieux comme, je sais pas moi, la place Émilie-Gamelin, le quartier des spectacles, etc. Sauf que le problème dans l'ouest de la ville, dans ce secteur-là, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'itinérance,
de santé mentale, de consommation et de vente de drogue. Et là, la crainte de Destination Centre-Ville, qui est l'organisme qui représente les commerçants du centre-ville, c'est un scénario, justement, à la Village Gay. La rue Sainte-Catherine, quand elle traverse le Village Gay, que c'est piétonnisé, écoutez, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et là, on a peur que dans l'Ouest, ce soit exactement la même affaire et que ça se transforme en lieu de rassemblement pour toxicomanes, sans-abri, revendeurs de drogue. Et Maxime Bergeron écrit « Ce serait pas inédit quand on voit ce qui s'est passé ailleurs. » Et on donne les exemples du Square Cabot et de la place Normand-Béthune qui sont déjà là, livrés à cette faune-là. Résultat, les gens ne veulent pas aller flâner sur ces places-là. Les gens ne veulent pas traîner là le soir parce que ça devient dangereux. Donc, vous pouvez lire ça dans la presse aujourd'hui. Et toujours dans la foulée là, de ces difficultés à vivre ensemble entre les gens qui sont itinérants, qui ont des problèmes de drogue, qui sont dans la rue et les résidents de ces quartiers-là, dans la presse, encore une fois, aujourd'hui, là, on parle d'agents de sécurité privés pour patrouiller, là, qui sont embauchés dans les quartiers les plus touchés par le crime. On peut penser justement au village, au Vieux-Montréal et aussi au quartier chinois. C'est un projet pilote de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, des gardiens privés. Ce qu'on a vu aussi aux abords du Village Gay, c'est des résidents qui ont commencé à mettre des barbelés autour de leur clôture, au sommet de leur clôture, par exemple. Pourquoi? Ils sont tannés que des sans-abri viennent faire leurs besoins dans leur cour, viennent voler dans leur cour, dormir dans leur cour. Je vous dis pas que c'est une bonne chose. Je vous dis que si vous étiez à leur place, et si j'étais à leur place, peut-être qu'on ferait ça. Je pense que c'est interdit par la loi, mais il y a une dégradation de la qualité de vie comme ça dans les quartiers où il y a de plus en plus de problèmes de vivre ensemble avec les itinérants, avec les plus poqués, avec les plus drogués. On peut penser aussi à tout ce qui se passe aux abords de la maison Benoît-Labre, c'est dans Saint-Henri. Et j'ai reçu un message qui m'a, je dois vous le dire, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me parler du danger qui guette Montréal. On le sait, Montréal, c'est une ville sécuritaire, traditionnellement. Il y a de plus en plus d'insécurité. Est-ce qu'on est rendu une ville du tiers-monde? Est-ce qu'on est rendu une ville d'Afrique du Sud où il y a certaines villes où c'est difficile de se promener la nuit sans risquer sa vie? On n'en est pas là. Mais cet auditeur-là m'écrit, il dit, écoutez, ce que je crains pour Montréal, c'est l'effet trou de beigne qu'on voit un peu partout en Amérique du Nord. L'effet trou de beigne, c'est quand le centre-ville est déserté. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de gens qui habitent là. Pourquoi? Parce que c'est devenu invivable. Donc, il me dit, vivre au centre-ville, c'est devenu à la mode depuis 20 ans. Ça se construit beaucoup, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais ça risque de changer. Il entrevoit, il me parle de scénario, là, il regarde les actualités et il s'est mis à réfléchir. Il dit, au Québec, les espaces publics, privés, commerciaux sont très ouverts. Mais si tu voyages en Europe, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, tu constates partout des volets de sécurité, des murs, des clôtures solides, hautes, des barbelés qui délimitent les espaces. Il dit, certaines de ces choses sont interdites ici, mais regarde bien ça arriver. Et il parle de milices. Je viens de vous parler de gardiens privés. Je ne doute pas de leur professionnalisme, mais ce n'est pas des gens qui sont formés pour dire à des sans-abri « ce serait le fun que tu arrêtes de faire tes besoins ici. Ce serait le fun que tu ne plantes pas ta tente ici. » Et lui, il évoque, et je sais, là, on est dans l'hyperbole, mais il y a des endroits dans le monde, ça s'est vu, où il y avait des problèmes, justement, de vivre ensemble, des problèmes d'incivilité. Et il y a des milices qui ont été embauchées pour faire le ménage, et le ménage s'est fait de façon violente. Est-ce que ça va arriver? J'espère que ça ne va pas arriver. Mais on s'habitue de plus en plus à ces incivilités, à ces gestes violents qui sont commis par des gens qui sont désorganisés. Et tout ça, je dois le dire, est extrêmement inquiétant. Un mot sur l'élection américaine. Texte intéressant dans le Journal de Montréal. Il y a une journaliste du nom de Clara Loiseau qui parcourt les États-Unis à quelques jours du scrutin. Je vous rappelle que les Américains vont voter mardi prochain. Elle est allée à Springfield, en Ohio. C'est la ville dont Donald Trump et ses amis trumpistes ont dit que les Haïtiens, là-bas, les migrants haïtiens, qui sont là légalement en passant, mangeaient des chiens, des chats, des résidents qui sont là. C'est absolument faux. Ça a été démonté 1000 fois. Les trumpistes ont continué à dire que c'était vrai. Et
Elle a donné la parole, la journaliste, à des Haïtiens là-bas qui sont désespérés. Pourquoi? Ben parce qu'ils notent, disons, que le climat s'est reviré contre eux. Il y a des menaces de plus en plus. Il y a des commerçants qui ont perdu, par exemple, de l'achalandage dans leur restaurant. Et elle a même interviewé une femme qui dit « Moi, j'ai de la famille à Montréal-Nord et si ça continue comme ça, si Trump gagne, ben je vais mettre le cap sur le Canada. » Il y a aussi un texte, toujours sur les élections américaines, à lire. C'est un texte qui est fascinant, par Ken Dryden. Ken Dryden, l'ancien gardien de but du Canadien dans les années 70, qui est devenu député, qui est un auteur à succès aussi, qui signe un texte dans la presse où il explique que, selon lui, c'est un pays qui connaît assez bien les États-Unis, là, c'est cette élection qui s'en vient le 5 novembre, c'est un référendum sur l'âme du pays, sur la façon non seulement de voir les États-Unis par les Américains, mais de voir l'humanité. Lui, ce qu'il dit, c'est cette élection-là ne porte pas sur des enjeux, c'est sur des visions du monde. Les gens ont fait leur choix et Donald Trump, lui, se présente et est vu comme l'homme dur, le réaliste. Le gars qui incarne la vision très primaire de l'humanité, c'est-à-dire, il s'agit de frapper l'autre gars avant qu'il vous frappe, de manger avant d'être mangé. Il s'agit d'être fort, dur et respecté. Et il se met dans la tête de Trump et il dit « Ben oui, je sais, j'exagère, je dis des choses épouvantables, mais vous savez que dans ce monde-là, dans ce monde dangereux, je suis le seul qui peut vous protéger. » Et à l'opposé, Mme Harris, dans son cas, c'est une vision où il faut être optimiste. Oui, la nature humaine est brutale, mais il faut viser à la changer. Et oui, les États-Unis doivent se défendre, mais ils doivent aussi faire les bonnes choses. Do the right thing, comme on dit en anglais. C'est un texte fascinant à lire qui éclaire, ma foi, là, d'une façon différente, l'élection qui s'en vient mardi prochain. 6h23, merci d'être là. Vous pouvez m'écrire 98985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Le diable est aux vaches à la DPJ, il faut le dire, tout en soulignant qu'il y a du bon travail qui se fait, qu'il y a des intervenantes qui ont le cœur à la bonne place et qui sont compétentes. Mais force est de constater qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un nouveau scandale qui éclate. Et tous ces scandales mettent dans l'eau chaude, d'abord, le ministre Lionel Carman, et ont mis dans l'eau chaude l'ancienne directrice nationale de protection de la jeunesse, Catherine Lemay. Elle a été remplacée ces derniers jours par une dame qui s'appelle Leslie Hill, qui est devenue sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et maintenant, nouvelle directrice nationale de protection de la jeunesse. On l'accueille, elle est au bout du fil. Madame Hill, bonjour. Bonjour. Madame Hill, peut-être pour commencer, là, les gens ne vous connaissent pas tant que ça. Vous étiez parmi les commissaires de la commission Laurent, mais commençons donc par les présentations. De quoi a été faite votre carrière en protection de la jeunesse? En fait, c'est drôle parce que je suis arrivée vraiment en fin de carrière en protection de la jeunesse. Moi, je suis une fille de CLSC. Donc, j'ai été intervenante sociale dans les écoles primaires à Sorel-Tracy en Montérégie et dans les services intégrés en périnatalité et petite enfance aussi. Et chef de service, directeur, etc., plus dans ces services-là et en santé mentale également. Je suis arrivée en fin de carrière à Batshall Youth and Family Center, c'est le centre de jeunesse anglophone. Puis j'étais comme DGA à ce moment-là. Donc c'est plus tard que j'ai dirigé ces services-là, mais avec un regard peut-être un peu plus large parce que j'ai d'autres expériences aussi. Madame Hill, vous avez siégé à la commission Laurent là, qui a été formée après le scandale de la mort de la petite de Granby. Le rapport a été déposé il y a 3 ans et quelques. Et là, ce qu'on voit, c'est une DPJ qui est quand même en déroute malgré tout cet exercice-là. Qu'est-ce qui se passe à la DPJ dans votre analyse? Écoutez, c'est très complexe. Hein? C'est pas un quick fix. Puis notre rapport a bien détaillé... Si c'était, comme je disais hier, si c'était 10, 15 pages, notre rapport, ça serait peut-être facile, mais c'est 500 pages. C'est très complexe comme système. Il y a le système lui-même, il y a tout ce qui l'entoure, les services en santé mentale pour les jeunes, par exemple, l'aide pour les familles en amont pour pas qu'ils arrivent en protection de la jeunesse. Puis après ça, il y a les pratiques dans le système qu'on a besoin d'avoir le courage de revoir puis assurer des très hauts standards de qualité.
Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Quand vous dites des pratiques à remettre en question, là, à quoi vous pensez précisément quand on voit des cas qui ont défrayé les manchettes récemment? C'est sûr qu'à un moment donné, il faut sortir de la réaction puis être dans la proaction. Donc, je commence avec ça. Mais c'est clair pour moi que présentement, j'ai besoin de regarder ce qui se passe dans toutes ces situations-là qui ont éclaté dans les dernières semaines. Et on doit apprendre de ces affaires-là. Donc, par exemple, il y a des enquêtes en cours. Ben, je me mêlerai pas aux enquêtes. Il faut qu'ils se terminent ces enquêtes-là. Mais les conclusions, par exemple, il faut regarder est-ce qu'il y a des indications systémiques, puis qu'est-ce qu'on met en place. Est-ce qu'on a besoin de politique nationale, de formation, par exemple? Je donne des exemples comme ça. Il y a des enquêtes en cours, Mme Hill, mais vous êtes la directrice nationale de protection de la jeunesse, vous connaissez le système, et il y a des enquêtes qui ont été complétées. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé en Mauricie, centre du Québec. Pour résumer, là, c'est sorti il y a quelques jours, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a enquêté et le constat est effrayant. Dans ces deux régions-là, on aurait enlevé des enfants pour les donner en adoption à des mères, à des familles qui étaient aptes, qui n'étaient pas inaptes. Le rapport est sorti. D'abord, l'avez-vous lu? Bien, j'ai un briefing, pour être honnête, lundi sur ça. OK. J'étais en train de regarder la situation de la petite Alice avant. Là. Mais... Écoute, je suis arrivée hier, puis il faudrait que j'ai à peu près 100 heures par jour pour faire le tour. Je comprends, mais vous avez vu, dans cette situation-là, j'aimerais ça avoir votre point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux régions-là pour qu'on en arrive à enlever des enfants à des mères qui sont peut-être désorganisées, mais qui ne méritaient pas de se faire enlever. Mais écoutez, moi, je veux commencer en disant que c'est absolument horrible ce qu'on a lu dans les journaux. C'est horrible. J'ai pas lu le rapport parce que je l'ai pas eu, mais j'ai quand même suivi dans le journal comme vous, comme citoyenne, jusqu'à hier, là. Donc, c'est clair pour moi que ça, c'est des situations graves, hein. Ce que je peux dire présentement, c'est que en Mauricie, centre du Québec, la DPJ a une accompagnatrice qui est anciennement DPJ de Laval, qui a été dépêchée là par le ministère, et c'est pas moi, c'est ma prédécesseure. Et il y a un plan de redressement à faire là. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a 140 dossiers qui sont en train d'être révisés par d'autres DPJ dans d'autres régions pour assurer que les pratiques ont été mises en place et pour identifier les écarts. Donc, il va y avoir des actions à poser par rapport à ça dans les prochaines semaines, c'est clair. Est-ce que, moi, on me dit qu'il y a un immense taux de roulement à la DPJ, c'est-à-dire que les intervenantes peuvent maintenant postuler ailleurs dans le réseau, donc dans plusieurs unités, il y a un manque d'expérience flagrant. À quel point est-ce que ça rend les enfants plus vulnérables? Ça rend les enfants vulnérables, c'est clair. Et c'est clair que c'est pas juste la protection de la jeunesse qui vit une pénurie de main-d'œuvre, mais ce qui était aussi clair, c'est qu'il y a un exode d'expertise de la direction de la protection de la jeunesse, et ça, c'est dramatique pour la qualité des services. Comment on corrige ça? Mais écoute, on corrige ça de différentes façons, en orientant le nouveau personnel, puis en assurant qu'ils aient l'expertise et la formation requise, en donnant de la supervision clinique sur place avec des seniors qui restent. Ça met beaucoup de pression sur les seniors, mais on n'a pas le choix. Puis, ça se règle en retrouvant la fierté, M. Lagacé. Si les gens quittent, ils sont épuisés, ils ont un miroir devant la face, puis c'est comme s'ils étaient des pourris, puis que tout le monde qui travaille dans ce système-là fait des affaires effrayantes. Donc, il faut redorer, mais pas redorer l'image, il faut retrouver la fierté en faisant les bonnes affaires. Madame Hill, est-ce que l'inexpérience, est-ce que l'épuisement, ça explique qu'à la DPJ de l'Estrie, on a voulu séparer une fratrie de 3 triplés? Mais je crois pas. Je ferai pas ce lien direct-là du tout. En même temps, je dirais que j'ai commencé à regarder cette situation-là de plus près. Puis on a besoin de regarder
le rôle de la CDPDJ par rapport au rôle du directeur national. J'ai besoin de m'asseoir avec la CDPDJ rapidement, je pense. Ça, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Oui, excusez-moi. Pour vous, pas de problème. les gens qui vous pas de problème. c'est pas évident, mon jargon, je vais essayer de l'ajuster, je suis désolée. C'est ma job de le traduire, il n'y a pas de problème. C'est parfait, mais je pense qu'on a besoin de regarder qui fait quoi dans ces situations-là et agir avec diligence. Mais écoutez, on va rentrer quand même, on va rentrer un peu dans le spécifique, là. Puis je le sais, là, vous arrivez, Mme Hill, là, vous avez été nommée cette semaine. Je comprends ça, mais quand même, faut que je vous pose ces questions-là. Ce qui s'est passé en Estrie, là, on a voulu enlever à une mère qui était désorganisée, mais qui était encore apte, 3 de ses enfants, des triplés, et les donner en adoption séparément. Et vous l'avez lu comme moi dans la presse, la DPJ a menti au juge. C'est dans le jugement. Je veux dire, on fait quoi avec des éducatrices qui n'ont pas dit la vérité devant des juges? Ben, je pense qu'il faut redresser la barre. Mais comment? Ça veut dire quoi, redresser la barre? On a un peu la même situation en Mauricie, centre du Québec. Donc, je crois que c'est par les DPJ que je vais y arriver, pour être honnête, parce que moi, je peux pas être dans toutes les régions du Québec en même temps. On a des directeurs de protection de la jeunesse dans chaque région du Québec et j'ai besoin de travailler avec ces gens-là pour vraiment passer les bons messages aux intervenants sur le terrain dans chacune des régions. Après ça, c'est sûr qu'il y a des tournées, des visites, des recours pour les parents, mais il y a quelque part où moi, j'ai besoin d'une armée, là. Tu sais, je peux pas être juste, je suis la générale en haut, là, puis on a besoin de former une armée pour passer les bons messages de soutien, mais d'exigence au niveau des bonnes pratiques, là. Madame Hill, vous êtes présentée là, comme une experte, une femme de grande valeur. Je pense à André Lebon, qui est une des légendes de la protection de l'enfance au Québec, qui était aussi à la Commission Laurent avec vous, qui a salué votre arrivée. Mais dites-moi, en quoi vous allez être différente de votre prédécesseur, Catherine Lemay? Chacun est différent. Hein? On arrive avec le bagage qu'on a et les capacités, la vision qu'on a. Je dirais, comme j'ai dit aux journalistes hier, vous allez nous juger par les résultats qu'on arrive à produire pour les enfants. Mais ce que je peux vous dire, c'est, moi, j'écoute les enfants, les parents, et je dis pas que Catherine le faisait pas, mais moi, je veux vraiment mettre un ton où les personnes concernées sont au centre et réfléchissent avec nous chaque fois qu'on lance un nouveau chantier, qu'on redresse quelque chose. Et là, je parle pas de situation particulière de citoyens, évidemment, mais si on regarde des pratiques à changer, par exemple, dans les centres de réadaptation, mais cette voie-là doit être autour de la table. Donc, je vais amener ça, je vais amener une proximité avec les organismes du milieu, puis je vais amener plus de transparence. Là, je dois regarder justement pour les communications, mais comment on va s'assurer de rendre des comptes et rendre des comptes des progrès qu'on fait aussi. Écoutez, le 30 avril dernier, Régine Laurent a fait publier une lettre dans des journaux. Elle s'adressait à la fillette de Granby. Moi, j'ai trouvé que c'était une vision très rose des améliorations à la DPJ, là, pour dire le moins. Là. Est-ce que le constat très positif, très optimiste de Mme Laurent dans cette lettre-là, est-ce que vous le partagez? Ben, je partage pas ce qui a été écrit dans cette lettre-là, mais je peux dire que je suis probablement à mi-chemin entre ça et le comité de suivi que je dois rencontrer, justement. Je trouve que c'est important de comprendre leur constat également, puis travailler avec les gens. Ça aussi, on a quelqu'un au ministère présentement qui fait le suivi des recommandations de notre rapport. J'ai dit à ce monsieur-là, qui s'appelle Sébastien Patoine, que je veux avoir une bonne discussion avec lui sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui est à venir. C'est sûr qu'on a les bilans qui sont disponibles sur le site du ministère. Il y a eu un souci d'essayer de publier des choses dans le passé avant que j'arrive. Mais dans la fine pointe des choses,
Je pense qu'on a besoin de regarder est-ce qu'on a les résultats escomptés des choses qu'on a mis en place. Puis est-ce qu'on a... En fait, je vais le dire avec humilité, mais il faut que quelqu'un porte la vision derrière le rapport, là. Parce que c'est pas juste une checklist d'éléments d'épicerie à faire. Là. C'est un peu inquiétant que vous me disiez ça 3 ans après le dépôt du rapport. Bien, je présume pas qu'il n'y en avait pas, mais ma perception de l'extérieur, et là, je suis à l'intérieur, puis j'ai même pas eu le temps de parler avec les gens qui sont sur place, donc je veux rien présumer, mais mon impression de l'extérieur, c'est qu'on faisait beaucoup de choses en pièces détachées et qu'on n'avait pas nécessairement la capacité d'apprécier les résultats là, au niveau du mesure ou de l'évaluation. Est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on souhaite faire? Donc, c'est avec ce regard-là que je m'en viens. Mais Mme Hill, bonne chance. Je pense que les enfants du Québec ont besoin que la DPJ soit redressée. Merci de nous avoir parlé. Je suis certain qu'on va avoir l'occasion de se reparler en ondes. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Au revoir. C'était Leslie Hill, désormais sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux et surtout directrice nationale de la protection de la jeunesse. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. À la mi-août, l'organisme d'Hochelaga Maisonneuve, bien connu, le Chic Resto Pop, déplorait le blocage d'une subvention causée par une dispute de juridiction entre Ottawa et Québec. C'est un blocage qui privait des milliers d'aînés d'une aide alimentaire. 2 mois après avoir rencontré des ministres responsables, on fait le point avec Marc-André Simard, directeur général du Chic Resto Pop, qui est en studio. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Bon, là, on s'est parlé, vous et moi, il y a quelques semaines. Expliquez-nous pourquoi la subvention avait été bloqué. Oui, donc c'est ça. On a reçu, dans le fond, la confirmation de la subvention du gouvernement fédéral. Puis la subvention, elle est bloquée parce que le gouvernement provincial a activé la disposition d'une loi qui s'appelle la loi M30, qui est une loi qui dit qu'un organisme qui reçoit plus de 50% de son financement du gouvernement provincial peut décider, si jamais des enveloppes du gouvernement fédéral qui sont sur des responsabilités partagées peuvent être directement versées ou non. Puis dans le cas présent, la disposition de la loi M30 a été activée. Donc, on n'a pas reçu le financement en question. Donc, Québec a bloqué pour ce principe-là une subvention de combien? Dans le cas précis, c'est 672 000 $ pour nous. On sait aussi qu'il y a 7 autres groupes qui ont été touchés par la demande. Et puis, je tiens juste à dire aussi qu'il y a aussi une responsabilité au niveau du fédéral dans la négociation des enveloppes. Normalement, quand on octroie des sommes, on essaie d'être certain que les sommes vont pouvoir descendre au groupe. Puis dans le cas présent, ça n'avait pas été fait en amont. OK, mais quand même, il y a ce bras de fer là, sempiternel entre Québec et le fédéral dans plein de domaines qui a traversé plusieurs gouvernements. Qui s'est mis dans le chemin de cette subvention de près de 700 000 $ chez vous. Oui, exactement. Puis, tu sais, de notre côté, on comprend, puis je pense qu'on veut valider le fait que c'est important, les responsabilités entre les paliers de gouvernement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une responsabilité, mais ça vient avec des actions concrètes qu'il faut poser. À la maison, quand on a la responsabilité de passer la balayeuse, il faut aussi bien la passer. Donc, si jamais, tu sais, le ministère des Aînés veut avoir la responsabilité des aînés, mais ils doivent, d'une manière ou d'une autre, trouver une solution pour nous accommoder. Vous avez fait des représentations auprès de Mme Bélanger, la ministre responsable des Aînés, auprès du monsieur qui est à l'autre bout de la table, à qui on va parler tantôt sur un autre sujet, Jean-François Roberge, qui, lui, est responsable des relations canadiennes. Et quel a été le fruit de ces discussions? Bien, ça a été une discussion, tu sais, ils ont pris beaucoup de leur temps avec du personnel politique également. On était, ça a duré près d'1 heure. Où est-ce qu'on nous a bien expliqué pourquoi il y avait un blocage au niveau de la subvention. Ce que je déplore peut-être de cette rencontre-là, c'est qu'on n'est pas allé dans l'axe de solution, mais dans tous les cas, de ce qu'on me dit ce matin, on est encore sur le dossier. Mais c'est pas réglé. C'est pas réglé encore. OK. Donc, le 672 000 $ est toujours gelé. Exactement. Puis il est perdu? Pour le moment, il est gelé. Puis je pense qu'au fur et à mesure que les jours vont avancer, mais là, il sera perdu. Moi, de mon côté, je me suis engagé avec un bailleur de fonds pour, si jamais l'entente venait à être signée, ils peuvent me débloquer l'argent avant même que le gouvernement me le verse pour pouvoir permettre des actions rapides dans la communauté. On s'entend, c'est 200 aînés, 2000 repas servis par semaine. Et ça, c'est... Pour moi, en ce moment, j'ai beaucoup de tristesse face à ça parce que je les côtoie, ces aînés-là, je les vois à tous les jours. Puis, tu sais, quand je regarde les lauréats
moraine, les lucettes dans les yeux, puis que je leur dis, mais l'argent, elle n'arrive pas, je peux pas vous fournir des repas gratuits, c'est difficile pour moi. C'est un dossier qui me rend émotif dernièrement, sincèrement. Et ces gens-là, Marc-André Simard, doivent payer pour l'instant? Oui, ils doivent payer, puis ou certains n'ont pas les moyens, tout simplement. Ils sont déjà pauvres. Exactement. Comme je disais, le bilan fin des banques alimentaires du Québec est sorti cette semaine, puis on voit vraiment un état catastrophique de la sécurité alimentaire. Nous, au Chic Resto Pop, on a eu une augmentation année sur année de 51 % de la demande. 51 % de la demande. C'est fou, là. OK. Je rappelle que vous êtes directeur général du Chic Resto Pop, Marc-André Simard. Merci d'être là. C'est un hasard complet. Oui, si vous êtes là en même temps que M. Roberge, on vous a invité il y a quelques jours et M. Roberge, ça s'est réglé hier. Mais je vais tout de suite passer au monsieur à votre gauche qui a plusieurs responsabilités dans le gouvernement du Québec. Immigration, francisation, relations intercanadiennes, etc. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. On va parler d'immigration, je vous le promets. On va parler de francisation aussi. Mais là, vous allez m'expliquer quelque chose. Moi, quand M. Simard est venu nous expliquer ça, le blocage d'une subvention par le gouvernement du Québec en vertu d'une loi qui avait été votée par le gouvernement de René Lévesque, c'est-à-dire que quand le fédéral donne de l'argent à un organisme subventionné par le provincial, si ça dépasse 50 %, si j'ai bien compris, du budget, ben là, Québec doit l'autoriser. Et Québec a bloqué cette subvention-là. C'est pas un peu niaiseux? Bien, présenté comme ça, oui. Sauf que c'est pas exactement ça. C'est que l'affaire, c'est pas qu'on doit l'autoriser, c'est qu'on doit s'entendre avec Ottawa sur les modalités de versement de ça pour être sûr que l'organisme ne se fasse pas imposer une double reddition de compte. Parce que vous l'avez dit, les organismes visés, c'est des gens qui ont déjà des protocoles d'entente avec le gouvernement du Québec, donc doivent faire une reddition de compte au gouvernement du Québec quand on leur donne l'argent, qu'est-ce que vous faites avec, etc., etc. Là, arriverait un deuxième bailleur de fonds, d'autres conditions qui se superposent, qui ne sont pas tout le temps arrimées. Ils arrivent avec une vision. Nous, on a une vision qui est différente. Ils vont se faire demander une double comptabilité, une double reddition de compte. Nous autres, ce qu'on dit, c'est, écoutez, vous débarquez dans un champ de compétences qui est le nôtre. Nous avons déjà des organismes partenaires. On voit aussi à une équité entre la répartition de ces organismes-là. Tu ne peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe, rajouter quelque chose dans l'ingrédient. Ce qu'on dit, c'est donnez-nous ces fonds-là, c'est notre champ de compétences. On va le transférer aux organismes. On va tout simplement bonifier nos enveloppes. On ne va pas imposer ça comme un programme de plus, avec des conditions de plus, avec une reddition de compte de plus. Et on a envoyé le protocole d'entente à Ottawa. On a dit, regardez, voici la feuille, signez-la, conditions minimales, protocole d'entente comme vous en signez des dizaines à chaque année. Moi, je comprends pas pourquoi ils en ont signé, je sais pas combien, depuis le 1er janvier, mais pas celle-là. Roberge. Pourquoi pas celle-là? Pour les amateurs de chicanes constitutionnelles, ce que vous me racontez là, c'est fascinant. Pour la moyenne des ours, puis pour les 200 vieux qui sont desservis, là, puis qui vont devoir payer leur repas, là, je trouve ça absurde, je dois vous le dire. Je comprends là, qu'il y a des responsabilités, des champs de compétences. Pourquoi, dans un cas comme ça, vous ne dites pas juste « on ne va pas s'objecter » ? Bien, on a envoyé à Ottawa, pas juste dire on part une négociation constitutionnelle. On leur a envoyé un protocole. Je l'ai relu moi-même. OK? Là, je suis quelqu'un qui s'occupe de... J'ai lu, c'était un petit contrat d'une page et demie là, qui disait essentiellement on n'impose pas de reddition de compte différenciée, on ne les écrase pas sous de la paperasse. On veut que ces gens-là donnent des repas, pas qu'ils embauchent des comptables, des commis comptables. Puis si vous nous transférez l'argent à Ottawa, là, on va l'envoyer direct à ces organismes-là. Ceux-là, en plus, qui se sont donné le trouble. Ottawa a dit non, c'est moi qui fais le chèque. Je veux mettre mon petit drapeau en haut. Ou on peut voir ça de l'autre côté, M. Roberge, que vous voulez pas, par principe constitutionnel, avaliser cette situation-là, puis que le cash soit envoyé, le 700 000 soit envoyé au Chic Resto Pop. Moi, je le vois de cette façon-là. Bien, c'est pas cette manière. Puis on leur a dit, en plus, vous gagnerez toute la visibilité que vous voulez. On va être d'accord pour dire que l'argent, oui, transféré par Québec, vient d'Ottawa. Vous mettrez votre petite photo, vous couperez votre ruban rouge si vous voulez. Il n'y a pas de problème d'enjeu de visibilité. Vous n'aimerez pas ma dernière question sur ce dossier-là. On n'est pas là-dedans. Vous n'aimerez pas ma dernière question sur ce dossier-là. On ne choisit pas nos questions en politique. Ces 200 vieux-là qui doivent payer leur repas, qui ne paieraient pas si le Chic Resto Pop pouvait avoir sa subvention provinciale, fédérale, vous leur dites quoi? Vous êtes difficile, effectivement. Je leur dis que leur gouvernement du Québec se bat à chaque année pour aller en chercher plus, parce que c'est notre argent qui est à Ottawa. Puis je leur dis qu'il faut se faire entendre.
puis que quand on a envoyé la première lettre là, à Ottawa, il faudrait s'entendre. Ça date de 2022 ou 2020, M. Simard? 2022. Ça a commencé en 2022, cette affaire-là. Là. Ça a pris 1 an avant d'avoir même un accusé de réception de la part du gouvernement du Québec. Je trouve que c'est une arrogance incroyable, d'autant plus que ce qu'on demande, là, c'est un protocole standard, signé tout le temps par tout le monde. Moi, j'ai parlé à mon vis-à-vis Dominique Leblanc, à Ottawa, qui m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi son collègue s'obstinait. Fait que même entre eux, les fédéraux ne s'entendent pas là-dessus. OK, parfait. Ça met un terme au débat à la discussion sur le chic Resto Pop. Oui. Monsieur Simard, merci beaucoup. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Monsieur Roberge, on revient à vos responsabilités primaires qui sont l'immigration. OK. Là, je disais à mon collègue Trudeau, tantôt Jonathan Trudeau, une charte, il perd ses petits. On perd notre latin. En termes clairs, là, ce que vous avez annoncé ces dernières heures sur les seuils d'immigration permanente, c'est quoi? OK. Je vais être le plus clair possible. Réponse, on va dire en 30 secondes. Puis vous me posez je sais, c'est pas évident. OK, c'est bon. On a annoncé que pour cette année 2024, qui est presque terminée, on a eu notre seuil régulier d'immigration permanente autour de 50 000. Puis à côté, on a accueilli à peu près 9 000 étudiants étrangers, puis rattrapage de gens d'affaires, donc 59 000. C'est exactement rattrapage de pandémie. Oui, exactement, merci. C'est exactement ce que ma prédécesseur, Christine Fréchette, avait dit d'une planification de 2 ans. Hier, j'ai annoncé ce qui s'en venait en 2025, qui était la 2e année d'une planification de 2 ans. Et là, ça va monter. Et là, on a dit toujours de 50 000 pour les réguliers. Et comme Mme Fréchette l'avait dit, en plus, on accueille des étudiants francophones diplômés au Québec et ça va être 14 000 l'an prochain, ce qui nous amène à un total de 64 000. J'ai dit aussi une chance que j'ai surveillé les affaires parce que si j'avais laissé aller, ça aurait pu monter jusqu'à 70 000. J'ai dit, oups, ça aurait été trop. Nous allons suspendre les admissions dans ce programme pour éviter que les chiffres ne montent trop en 2025. Donc, et ça s'ajoute au temporaire. Oui, que vous ne contrôlez pas entièrement. On parle des permanents, là, des gens, moi je l'appelle les nouveaux Québécois. Ouais. Ces gens-là viennent faire leur vie ici, ça devient des Québécois. OK. Ce que je comprends pas dans votre demande, dans votre réflexion, M. Roberge, là, c'est il semble qu'on ferme le robinet sur des talents, des gens qui sont à l'université, qui ont déjà commencé leur processus pour devenir des citoyens. Il me semble que c'est pas à mode de se priver de cerveau dans une époque où tout le monde, dans le monde, tous les pays dans le monde sont à la recherche de cerveau. C'est une bonne question, effectivement, mais attention, ces gens-là ne sont pas renvoyés chez eux cavalièrement. On parle de gens qui poursuivent leur étude encore, des étudiants étrangers dans des programmes francophones, je le répète, ou alors qui ont terminé, par exemple, en juin dernier, là, ils ont obtenu leur bac, admettons, et là, ils ont un permis de travail. Donc, ils sont sur le Québec, au Québec, sur le territoire. Ils travaillent, ils contribuent. Peut-être qu'ils ont déposé... Non, s'ils ont déposé leur demande, on la traite. Mais s'ils prévoyaient la déposer, admettons, en janvier prochain, on va dire, bien, tu peux la déposer, mais on va la traiter après avoir fait notre planification pour les années 2026, 27, 28. Ces gens-là, là, vont pas quitter le territoire québécois. Là. Ils vont simplement être admis en 2026 plutôt qu'en 2025. OK. Vous me parlez d'université dans des programmes francophones. Oui, on parle d'étudiants. Là, le PEC, le Programme d'expérience québécoise étudiants, ce sont des diplômés francophones sur le territoire québécois. Vous avez raison de dire que ce sont des immigrants, entre guillemets, idéaux. Je fais attention parce qu'il y a d'autres personnes qui sont extraordinaires aussi. Au Québec, on aimerait que les gens parlent français, tant mieux s'ils parlent français quand ils arrivent. Il n'y a pas de problème de reconnaissance des diplômes, évidemment. Donc, effectivement, c'est une immigration qui est souhaitée. OK. J'ai reçu cette nuit un message de quelqu'un qui est sur la voie là, pour devenir immigrant. Puis lui, ce qu'il m'explique, c'est un monsieur qui s'appelle Carlos Pitella. OK? Donc, un nom, j'imagine, latin, là. Mais il dit, moi, j'ai eu ma maîtrise à Concordia en 2023. Ma conjointe va avoir son doctorat de McGill. Il dit, on s'adapte, on a appris le français. Nos enfants, on a réussi nos examens de français. Notre fille fréquente une école publique. On paye nos impôts, on travaille. On a passé des ans à préparer notre dossier pour devenir citoyen, etc. Et là, on nous ferme le robinet. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... On se tire pas dans le pied en décrétant, en mettant une ligne très arbitraire entre les programmes francophones et anglophones. Ce sont des gens qui étudient en anglais,
mais qui sont francisés. Leur fille est à l'école française. Il me semble que c'est un peu arbitraire comme séparation de ligne des eaux. Je pense que M. Pittella a de très bonnes chances de voir sa demande acceptée comme immigrant permanent. Simplement, il ne sera pas dans le programme Expérience québécoise étudiant, mais il peut être dans le PEC travailleur, programme Expérience québécoise travailleur. C'est juste que, bon, il y a différents programmes. Écoutez, installé ici, diplômé ici, qui parle le français, parce que pour être un immigrant économique, depuis notre gouvernement, il faut maîtriser le français. C'était pas le cas avant. Maintenant, on me dit que monsieur parle français, que son épouse ou sa conjointe... Le message est dans un français impeccable. Tant mieux. À ce moment-là, il sera juste pas dans le programme étudiant, mais il sera dans le programme travailleur. Là. Il n'y a pas de... pas du tout, aucune crainte pour son dossier. OK. Francisation. Ça, c'est un autre dossier compliqué. La francisation était assurée par les centres de services scolaires. Là, on voit les manifestations de profs qui sont mises à pied, les déceptions aussi d'immigrants qui prenaient des cours de francisation qui se butent à des portes fermées. Vous avez transféré ça à Francisation Québec. Vous n'avez pas rendu compliqué quelque chose qui était assez simple? Non. En 2017, la vérificatrice générale, avant qu'on arrive en 2018, la vérificatrice générale qualifiait les services de francisation au Québec de fiasco. Dans le Larousse, fiasco, là, c'est échec notoire, OK? C'était n'importe quoi. Tu pouvais t'inscrire à n'importe où, dans n'importe quel guichet. Il y avait, oui, de la francisation dans nos écoles, centres de services scolaires, mais aussi ailleurs, dans des OSBL. Il n'y avait pas d'échelle de niveau de compétence. Donc, on te diplômait, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, mais t'étais où vraiment? T'étais niveau 1, niveau 2, niveau 3. Chacun avait sa grille d'analyse. C'est comme là, avec Francisation Québec, de façon centralisée, là, ça va devenir plus efficace. C'est beaucoup plus efficace pour la répartition, pour l'inscription, pour l'affectation. On a des enjeux en ce moment je vous dirais, de mise en œuvre. Là, c'est la 2e année de Francisation Québec. Mais quand même, quand on est arrivé en 2017, au Québec, on francisait 20 000 personnes par année. L'an passé, on a francisé 76 000 personnes. Il y a moins d'immigrants aussi à l'époque. Oui, mais même des temporaires, il y en avait moins, mais il y en avait. Ils étaient exclus. Ils n'avaient même pas le droit de s'inscrire en 2017. Okay, mais maintenant, on les inscrit, on les francise. Puis on va faire mieux cette année que l'an passé. Je reviens aux humains, parce que dans ce débat-là, il y a des acronymes, il y a des seuils, il y a des statistiques, puis des fois, on perd de vue l'humain. Là, moi, je vois des gens... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Ouais. Je vois des gens qui prennent des cours de français après avoir travaillé toute la nuit. Vous lisez les histoires comme moi, là, c'est incroyable la résilience de ces gens-là. Vendredi, ils sont inscrits, lundi, la porte est fermée. Quel message on leur envoie? Oui, bien, cette manière de faire était totalement ridicule, là, et je ne défendrai pas l'indéfendable. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens que tu arrives, tu te cognes le nez sur la porte, ça n'a pas d'allure. Ça venait pas d'en haut, ça. Je comprends pas comment ça fait que c'est arrivé, parce que nos budgets, là, nous autres, on les a votés en avril ou en mars. Mais les centres de services n'ont pas ouvert des classes comme ça pour le fun en pensant que ce ne serait pas financé. On n'a pas fait de coupure au milieu de l'année. On n'a pas appelé, là, nous autres, le 1er septembre, en passant l'argent qu'on t'a donné. C'est pas vrai, on vient le rechercher. Ça, c'est pas arrivé, là, monsieur Lagacé. Mais M. Robert, je reviens... Je peux pas m'expliquer chaque erreur sur le terrain, mais je peux vous dire que le gouvernement du Québec n'a pas coupé en financement en milieu de l'année. Ça, c'est certain. Je reviens dans le pot de l'immigrant chilien, de l'immigrante ukrainienne là, qui prend son cours de francisation, qui s'inscrit, puis là, c'est fermé. Ce que vous me dites là, encore une fois, pour les amateurs de juridiction, c'est le fun. Mais ça demeure l'État. Francisation Québec, c'est l'État. Les centres de services scolaires, c'est l'État. Puis t'as des gens qui se font fermer à la porte au nez. Et c'est pas une bonne façon de leur dire bienvenue, me semble. Non. Puis je m'en occupe. Et quand je vois quelque chose comme ça, je le défends pas en disant tant pis, c'est pas grave. Je demande ce qui se passe. Je parle aux gens dans le réseau scolaire qui relève de mon collègue Bernard Drainville. Puis je parle à mes autres partenaires parce que Francisation Québec, là, c'est plus de 300 millions cette année. 15 % de plus que l'an passé qu'on a investi. Fait que c'est pas une coupure. Mais il y a 104 millions dans le réseau scolaire. Il reste qu'il y a toujours bien plus que 200 millions et plus avec d'autres partenaires. Puis ce que je vois, là, c'est que les centres de services scolaires sont arrivés pas mal au bout de leur fonds. Bon, je m'explique mal la gouvernance dans certains cas. Ils ont dépensé 100 % de leur fonds avant la fin de l'année. Mais ce que je fais, c'est que je redéploie de l'argent neuf. On ouvre des cours, là, je vois ça, le 18 novembre, on va ouvrir des cours. Le 30 septembre, on a ouvert 930 groupes. Mais évidemment, quand un groupe ferme, ce que je déplore, je ne veux pas dire bravo des groupes fermes, les gens le dénoncent, puis je le comprends. Mais il faut voir aussi qu'il y a des cours qui ouvrent par centaines, même par milliers.
Mais ça les fait gens pas la n'en parlent manchette. pas, évidemment. Monsieur Roberge, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous avoir vu en studio. Merci pour les explications. J'espère que les auditeurs vont pouvoir un peu plus y retrouver leur chat parce que c'est un peu mêlant, le dossier de l'immigration. Merci beaucoup. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. On va parler de la faillite du groupe Sélection et de l'homme d'affaires Réal Bouclin qui a fondé Sélection. Ça va pas bien chez Sélection, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Le groupe est à l'abri de ses créanciers depuis le 14 novembre 2022. Et moi, je me souviens des papiers dithyrambiques qu'on faisait sur Réal Bouclin, le grand homme d'affaires, l'empire immobilier, etc., etc. Groupe Sélection, ce sont des résidences pour personnes âgées, là, principalement. Et là, avancer le curseur à 2024... M. Bouclin lui-même est menacé d'être mis en faillite. Il y a des histoires dans la mise en faillite de la compagnie qui font dresser les cheveux sur la tête. Et aujourd'hui, dans la presse, là, ces dernières heures, on apprenait que le gouvernement du Québec, les contribuables, vous et moi, avons dû payer près de 44 millions de dollars pour rembourser une dette du groupe Sélection auprès d'un syndicat bancaire. Le journaliste d'enquête de la presse, Hugo Jonca, est en studio. Hugo, bonjour. Bonjour. C'est une histoire fascinante, mais un peu effrayante que celle de la déroute du groupe Sélection. Oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été... que le groupe Sélection avait la toute confiance pendant des années de à peu près tout ce qu'il y avait d'investisseurs au Québec, notamment Investissement Québec. Il faut dire, bon, il y a eu des circonstances assez particulières avec la pandémie dans les résidences pour personnes âgées. Puis, mais d'autres groupes n'ont pas fait faillite, par contre? Non, c'est ça. C'est que au groupe Sélection, ça allait déjà mal avant la pandémie. Puis il était déjà en train, là, dès 2019, d'essayer de discuter avec différentes banques puis Investissement Québec pour se refinancer. Puis là, bam, il y a eu la pandémie. Et puis même si ça allait déjà mal au groupe Sélection avant la pandémie, mais ils se sont qualifiés pour le programme PACT là, qui vise à, finalement, c'est des garanties de prêt. Si vous êtes dans la misère, vous empruntez auprès d'une banque, la banque, elle accepterait peut-être pas de vous prêter s'il n'y avait pas des garanties du gouvernement. Le gouvernement dit à la banque, ben nous, là, regardez, si vous faites des pertes avec ça, ce prêt-là, on va vous rembourser 40 %. Puis là, c'est ce qui est arrivé. Ils en ont accumulé des prêts comme ça à hauteur de 272 millions au moment de se mettre en insolvabilité et Sélection. Puis là, ben ils n'ont pas trouvé assez d'argent pour tout rembourser ces montants-là. Donc, les garanties de Québec ont été se sont activées. Et puis, les contribuables, on a dû donc rembourser à la Banque nationale 44 millions de dollars à la place du groupe Sélection. Et puis ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement est très discret là-dessus. On leur a posé des questions. Ça n'a pas été facile d'avoir les réponses. Ça n'a pas été facile du tout, en fait. Mon collègue Julien Arsenault, la semaine passée encore, leur posait la question, vous avez des garanties de prêt avec eux autres à hauteur de 60 millions, combien est-ce qu'on va être obligé de payer là-dessus? On lui répondait, on ne sait pas trop, il va falloir attendre la fin des procédures d'insolvabilité. Là, pour l'instant, on peut pas le déterminer, mais finalement, en fait, le montant il a été payé dès le 8 mai, 44 millions de dollars, puis on voulait pas nous le dire pendant 5 mois. Mais Hugo, comment on explique que cette entreprise, qui était citée en exemple là, comme un modèle d'expansion, comme un modèle de gestion des affaires, un parc immobilier là, qui abrite des personnes âgées, comment est-ce qu'on explique que là, le propriétaire est quasiment rendu en faillite, il est talonné par tous ses créanciers? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris au moment où il était porté au nu? Il y a eu, en fait... D'abord, même avant que les taux d'intérêt se mettent à augmenter énormément, il était déjà en situation précaire. Est-ce qu'on le savait quand on faisait des portraits de lui qui étaient dithyrambiques? Il y avait des discussions, notamment avec Investissement Québec pour se refinancer dès avril 2019. Donc oui, on le savait. Pourquoi les gens leur ont trop fait confiance? Pourquoi Investissement Québec avait confiance comme ça? Je pense que c'est un cas de too big to fail. Tu sais, c'est l'expression qu'on utilisait. Okay. Oui, l'expression américaine. Là. La compagnie est tellement grosse que, comme société, tu peux pas la laisser s'écrouler. Exactement. C'était des milliers et des milliers de places en RPA. Ça a été compliqué, là, s'assurer que ces RPA ne ferment pas l'une après l'autre, puis que distribuer son empire entre divers autres promoteurs, propriétaires immobiliers. Donc, je pense que pour le gouvernement, c'est un peu ça. C'est le champion des résidences pour personnes âgées. On peut pas le laisser tomber. Il va falloir continuer à le financer. Et puis, ben finalement, il était trop à côté
piloté Réal Bouclin dans son groupe dès 2019. Donc, quand la pandémie est arrivée, ça lui a fait très mal, bien sûr, comme toutes les résidences pour personnes âgées. Puis après ça, les taux d'intérêt se sont mis à monter. Puis Réal Bouclin, le groupe Sélection, il était engagé dans toutes sortes de projets. Il était en train de développer un gros projet sur l'ancien site de Molson. Il y avait un gros projet à Laval. Tout ça, là, ça tirait énormément de liquidités. Il devait payer ses dettes, puis ça a eu raison de lui. Mais ce qu'on constate quand à mesure que les informations sortent là, dans le processus de faillite, Hugo Jonca, c'est que pendant que ça allait mal, pendant qu'il était tiraillé de tous les bords par ses créanciers, il y avait quand même le penthouse de plusieurs dizaines de millions de dollars de M. Bouclin qui roulait bon train en Floride, servant encore d'un jet privé. Ouais. Il y avait comme, entre ce qu'il projetait puis ce qui était vraiment, il y avait une immense différence. Il semble ne jamais avoir diminué son train de vie. En plus, tous ces actifs-là personnels, parce que là, on quitte un peu le groupe Sélection puis on parle des actifs personnels de Réal Bouclin, la personne, qui est en ce moment sous la protection de la loi sur la faillite. Il essaie de faire passer sa proposition concordataire. Lui, il a mis ses penthouses en Floride dans des fiducies, à peu près comme, je ne sais plus combien, là, comme 5, 6, 7 fiducies personnelles. Ça fait quoi, ça, des fiducies? Une fiducie, c'est comme une personne différente de vous. Si vous êtes en faillite personnelle, ben ce qui est dans votre fiducie, ben c'est pas votre fiducie, en fait, c'est une fiducie dont vous êtes le bénéficiaire, puis il y a des fiduciaires qui s'occupent de cette fiducie-là. Les actifs qui sont dans cette fiducie-là, ils sont protégés de la faillite a priori. Il va falloir faire des efforts particuliers pour aller saisir ce qu'il y a là-dedans. Hugo Jonca, si je comprends bien, sa compagnie s'est écroulée, lui, il est en faillite, mais ses produits de luxe comme ça, sa résidence de luxe est protégée. C'est protégé. Il n'est pas en faillite, en fait. Hein? Il est en proposition concordataire. C'est ça. Et lui, en vertu de la loi sur la faillite, avec les créanciers. C'est ça. Il arrive, il dit, regardez, moi, je vous offre tant d'argent. Puis ce qu'il offre, là, c'est une dizaine de millions de dollars là, sur des créances de plus de 200 millions. Là. Et puis là-dedans, il y a des gens qui sont vraiment pas contents, notamment des gros prêteurs, des hommes d'affaires, là, Luc et Franck Resslen de financement Projet Québec, là, qui ont prêté là, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 55 millions de dollars. Puis là, en ce moment, là, Bouclin leur offre seulement 6 millions. Ils sont vraiment pas contents. Ils disent qu'il s'est servi du financement d'un jet pour payer d'abord ses amis, pour payer... C'est dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Exactement. Moi, j'en ai parlé aussi. Puis, notamment, on lui reproche de vouloir faire des paiements privilégiés à sa conjointe, Valérie Taillefer. Il dit que c'est pas sa conjointe parce qu'ils vivent pas ensemble, apparemment, puis qu'ils partagent pas leurs meubles, mais c'est son amoureuse... à la famille de Taillefer, à des anciens associés. Donc, il va falloir qu'il se justifie, puis il va avoir beaucoup d'explications à donner. Et on va sans doute lire certaines des vérités dans ton papier, et dans tes articles, Hugo Jonca, et dans ceux des journalistes. Là, ils sont quelques-uns à suivre la saga de la débandade de Réal Bouclin. Merci de nous expliquer tout ça aujourd'hui. Merci. Hugo Jonca, journaliste d'enquête à La Presse. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. On va aller à Berthierville maintenant. Pourquoi? Bien, Berthier, c'est le fief de Gilles Villeneuve. Et Gilles Villeneuve a été notre plus grand coureur automobile. Et là, il y a un musée là-bas. Et devant le musée, il y avait, je parle au passé, une statue de bronze de Gilles Villeneuve. La statue a été volée. Alain Bellumeur est directeur général du musée Gilles Villeneuve. Monsieur Bellumeur, bonjour. Bonjour. Bien, Monsieur Villeneuve, Monsieur Bellumeur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous avez constaté le vol de la statue de bronze de Gilles? Ben, mercredi dernier, mercredi soir, c'était le banquet annuel du musée. On fait ça une fois par année, c'est à Montréal. On a fait notre soirée, c'est une levée de fonds, c'est un peu ironique, là. On fait notre levée de fonds. Puis, moi, je reviens le lendemain matin de Montréal vers Berthier. J'arrive vers 8 heures, je vide le matériel de notre soirée, tout ça. Et je m'aperçois pas là, qu'il manque une statue là, sur le coup, parce qu'on est tellement habitués, on passe à côté à tous les jours, fait que on la remarque moins. Et 2-3 heures après, j'ai un ami qui m'appelle et il me dit « Alain, as-tu remarqué, le bronze de Gilles n'est plus sur le podium? » Fait que là, non, je ressors dehors, je m'en vais près de l'avenue Jules Villeneuve, entre le musée et la route, là. Puis, effectivement, le podium est là, mais il reste juste les bottines de bronze
de Gilles. Le reste de la statue est disparu, donc ça a été coupé là, à la hauteur des chevilles. Là, vous deviez être consterné quand vous avez vu ça? Ouais, c'est un choc, là. Tu te dis, cette statue-là, en plus, notre organisme, là, qui est un organisme à but non lucratif, qui a créé le musée, mais avant de créer le musée, le premier geste qu'on avait posé, c'était de faire cette statue de bronze-là. On remonte à 1985. La statue avait été mise dans un parc à Berthierville, il n'y avait pas de musée. Puis en 1994, lorsqu'on a aménagé avenue Gilles Villeneuve sur le site actuel, on avait de l'espace, on a fait un endroit où les gens peuvent grimper sur le podium à gauche et à droite de Gilles, se faire prendre en photo. Fait que pour nous, c'était comme une carte postale, mais oui, c'était un choc parce que cette statue-là, oui, ça vaut des sous, mais pour nous, c'est du patrimoine, là. C'est quand on s'attaque à une statue qui représente un personnage là, légendaire au Québec là, qui nous a marqué, qui a fait rayonner notre Québec partout. Puis pour nous, ça fait rayonner Berthierville partout dans le monde aussi, là, Gilles Villeneuve. Mais votre théorie, M. Bellumeur, c'est quoi? C'est-tu que c'est des fans de Gilles Villeneuve qui voulaient avoir ça dans leur cours? Ouais, moi, je pense pas. Je pense que c'est pour faire fondre la statue, vendre le bronze, aller chercher peut-être 500$. C'est ça que ça vaut à peu près? C'est 500-600, là. On n'a pas le montant exact, là, mais par rapport à la valeur monétaire et patrimoniale de cette statue-là, c'est rien. Hein. Mais là, M. Bellumeur, il y a une enquête, j'imagine. Y a-tu des caméras de surveillance? Y a-tu quelqu'un qui les a vus voler, scier la statue de Gilles Villeneuve? Pour le moment, là, je ne sais pas. Je sais que la Sûreté du Québec enquête là-dessus. Ils ont demandé au commerce aussi qu'ils font face au musée de l'autre côté de la rue s'il y avait des caméras. Nous, on est en train de vérifier les nôtres. Moi, on n'est peut-être pas dans le bon angle, là, mais si on voit un camion rouler dans la cour là, ou quelque chose comme ça, on est en train de chercher des indices. Et on pense que, c'est sûr que le temps passe, là, plus les heures passent, plus que la statue risque d'être coulée, fondue, là, si on peut dire, mais en tout cas, on prend une chance pareille, fait que, vu que ça se passe beaucoup là, à travers le Québec, on espère, si on ne retrouve pas la statue, qu'on retrouve ces gens-là qui ont vraiment pas de classe, qui s'attaquent à des morceaux du patrimoine là, comme ça. Pour quelques dollars. Là. On espère qu'au moins, on va mettre la main sur ces gens-là. C'est le bon terme, des pas de classe. Fait que l'appel est lancé, là, si on est dans le commerce des métaux, ne pas faire fondre la statue de Gilles Villeneuve. Ça serait important. Merci beaucoup, M. Bellumeur. Bonne chance. Merci. Au revoir.